On les pousse à coups de massue vers l'intérieur des îles. Ils s'épuisent, s'entassent, s'étouffent à proximité des fours à graisse. Et comme il n'y a pas de bois sur ces espaces dénudés, la dépouille des uns sert de combustible à la fonte des autres. On extrait leur défense dont l'ivoire vaut son pesant d'or. La chasse à la baleine devient une industrie. Du haut des promontoires, les guetteurs épient l'horizon. À leur signal, les barques s'élancent, les harpons s'enfoncent. La baleine s'épuise dans une course désespérée, vaincue. On la remorque jusqu'à la grève, on la découpe en longues bandes que l'on fait fondre dans d'énormes chaudrons pour en extraire l'huile. Sur les rives, les fourneaux brûlent jour et nuit sans répit. Il le faut car là-bas en Europe, c'est avec l'huile de baleine qu'on éclaire les maisons et même les rues. Des millions de morues vidées, décapitées et salées sont mises à sécher sur des vigneaux qui s'étendent à perte de vue sur les rivages de ce fleuve qu'on appelle désormais le Saint-Laurent. À l'automne, des centaines de navires emportent ces poissons séchés vers l'Europe affamée. Une chasse et une pêche aussi intensives n'ont pas de sens pour les Amérindiens. Peu nombreux et nomades, ils ne chassent que pour leurs besoins. Dans la nature du grand esprit, ils n'ont pas plus de droits que les animaux, leurs frères. En cascades rugissantes ou en méandres paresseux, des milliers de rivières enrichissent le fleuve des multiples espèces qui fraient dans leurs eaux. Mais aucun affluent n'égale en puissance le Saguenay, qui débouche sur le fleuve dans un fjord majestueux et profond comme la mer. Des canots d'écorce lourdement chargés de pelleteries descendent le fleuve vers Tadoussac. Le plus grand poste de traite d'Amérique expédie chaque année des millions de peaux en France. Les fourrures rapportent des fortunes aux compagnies, qui les obtiennent des Amérindiens à vil prix en échange de fusils, couteaux et bijoux de pacotille. Un véritable empire commercial draine les ressources animales de tout le continent. Pour trouver des castors, il faut s'enfoncer toujours plus loin dans l'arrière-pays. Les territoires de chasse ancestraux sont bouleversés. Les escarmouches se multiplient entre peuples amérindiens qui s'allient à des puissances européennes rivales. Des guerres éclatent pour savoir qui contrôlera le fleuve et le commerce de la fourrure. À la poursuite des anguilles ou des éperlans, les belugas se heurtent à des barrières géantes formées de longues perches plantées l'une près de l'autre. À marée haute, ils s'engagent dans l'enclos. À marée basse, ils s'y trouvent piégés. Les harponneurs se précipitent, transpercent de leurs pics tout ce qui bouge, sautent sur le dos des bêtes pour les achever. À la fin, l'enclos de pêche devient un lac de sang. Les hautes terres du Saint-Laurent abritent des pléiades d'espèces, lynx farouches, cougars solitaires et hardes craintives de caribous.
Mais pour le spectacle, rien n'égale les centaines de milliers d'oies blanches qui font escale dans les battues. Quand elles s'envolent, on dirait que le fleuve lui-même se soulève et coule dans le ciel. Puis le tourbillon s'organise, les oiseaux reprennent leur formation qui pointe l'automne vers les marais du sud et au printemps vers les îles de l'Arctique. Les nouveaux habitants s'établissent en bordure du fleuve. Ils découvrent un sol fertile, déposé jadis par le Saint-Laurent. Pour que chaque ferme ait accès au fleuve, ils défrichent des bandes de terres étroites les unes à côté des autres. De leurs efforts naît un pays qui n'a pas d'autre route que le grand chemin liquide. Sereine et prospère, la Nouvelle-France se mire tout entière dans ce fleuve à qui elle a confié son destin. 2 fois l'an, une véritable manne descend sur le pays. Des milliards de tourtes traversent le ciel, cachant le soleil de leurs nuées. On leur tend des filets, on les chasse, on les cueille, tant elles se laissent capturer facilement. À coups de perche et de bâton, on les massacre sans compter. En 1759, l'Angleterre décide de décapiter la Nouvelle-France en prenant Québec. Jamais n'a-t-on rassemblé une flotte aussi redoutable en Amérique. 173 bâtiments, avec 9000 soldats et 30 000 marins à leur bord. Les fermes et les récoltes sont incendiées. On assiège et on affame les 6000 habitants. L'artillerie détruit la ville. L'histoire bascule. L'Angleterre fait de Québec une des capitales mondiales de la construction navale. Dans ces chantiers, 40 à 50 grands navires à voile s'élancent chaque année pour sillonner les mers du monde. Verrou stratégique du fleuve, la citadelle de Québec est reconstruite sur le formidable promontoire du Cap Diamant. Seul grand port maritime du Canada, la ville elle-même devient une ruche industrieuse. Tous les ans, 1400 navires jettent l'ancre dans sa rade. Les armateurs anglais et écossais réalisent